Elia Lalouf, bonjour Bokertov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député du parti Kulanu et que vous êtes président de la commission des affaires sociales et de la santé, si je ne m'abuse, de la Knesset. Et du travail. Et du travail, voilà. Et du travail. Je savais bien que j'allais en oublier un. Mais nous avons voulu vous interroger ce matin pour parler un peu de l'activité parlementaire intense de ces derniers jours, même de ces dernières semaines. Mais avant tout, cette matinée est marquée par l'actualité douloureuse avec l'attentat qui s'est produit hier à proximité de Chavat Gilad sur la route 60 en Samarie. Quelle est votre réaction après l'assassinat du Rav Razi Etchevar hier soir? D'abord une grande colère, une grande tristesse, surtout pour la famille. Un père de 6 enfants, le plus jeune ayant 8 mois, je pense que c'est un acte de barbarie, de lâcheté. Et je ne peux que le condamner et être surtout du côté de la famille qui souffre d'un tel malheur. Malheureusement, il ne faut pas détacher ça de la situation globale du pays. Et il ne faut pas oublier qu'on nous a promis qu'avec certaines décisions, comme la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis comme capitale d'Israël, c'est une partie des conséquences. On a annoncé ce matin, malheureusement aussi, que le mois de décembre a eu 3 fois plus de tentatives d'attentats que les mois précédents. Et ça a été déjoué grâce au travail extraordinaire du Shabbat qu'il faut continuer, bien sûr, à soutenir et pas le critiquer comme certains de mes collègues s'amusent à le faire. Alors, si je ne m'abuse, une information a été publiée ces derniers jours sur laquelle le chef de votre parti, le ministre des Finances Moshe Kahlon, aurait proposé en Conseil des ministres il y a quelques jours d'annexer tout simplement à l'État d'Israël les blocs d'implantation de juifs de Judée et de Samarie. C'est une proposition qui est un peu surprise, qui a un peu surpris parce que ce n'est pas dans l'habitude de Moshe Kahlon de s'exprimer de manière aussi ferme sur des dossiers d'ordre sécuritaire. On le connaît bien entendu dans son activité dans le domaine social et économique. C'est une décision qui a été discutée avec les membres de Kulanu, les députés de votre parti? Non, moi-même je suis surpris de l'information que vous donnez. Et je n'ai pas entendu ça, mais Moshe Kahlon est un homme de droite. Il n'a jamais caché, son passé tout entier a été au Likoud, dans la lignée de la droite radicale. Mais personnellement, j'ai pas entendu ça. Et je suis très surpris. C'est pas une position. Il a le droit de prendre une position politique personnelle qui le caractérise. C'est son droit le plus absolu. Mais c'est pas une décision de notre parti. Alors, Elia Lalouf, revenons donc à ces dernières journées, je dirais même presque ces dernières semaines d'intense activité. Non, vous pouvez dire que c'est ces dernières nuits. Ces dernières nuits, oui, effectivement. Ces deux dernières semaines, effectivement, les députés n'ont pas beaucoup dormi avec le fameux marathon parlementaire autour de la loi sur les recommandations de la police. Et puis, cette semaine, avec la loi sur ce que l'on appelle la loi sur les supérettes, l'ouverture ou la fermeture de ces supérettes le Shabbat. Avant de rentrer un peu dans le détail de ces lois, un sentiment général, on a un peu l'impression que la coalition gouvernementale qui jusqu'à présent, depuis la formation du gouvernement de Netanyahou, il y a plus de 2 ans et demi, c'est-à-dire en mai 2015, eh bien, on avait l'impression que la coalition gouvernementale était solide, unie. Et là, on va dire qu'il y a quelques frictions, il y a quelques tensions, et on a l'impression que cette union est en train de s'effriter. C'est un sentiment exact, précis? Non, ça s'effrite pas, ça se taquine, c'est des escarmouches pas très réussies d'ailleurs. Ce sont des propositions de loi en partie démagogiques comme la loi sur la peine de mort, etc. Je crois que tout ça c'est dû au fait que le calendrier gouvernemental va être pris maintenant à partir de la semaine prochaine par le budget, donc il fallait trouver certaines petites satisfactions que chaque petit parti de la coalition avait besoin pour se justifier auprès de ses électeurs. Donc c'est des lois pas réussies. Personnellement, j'ai voté pour, tout simplement parce que les choses importantes se font en dehors de ces lois.
c'est toutes les réformes sociales et le soutien social des couches défavorisées d'Israël, mais ces lois sont plus que de la démagogie, sont tout simplement superflues et en grande partie, elles vont pas être appliquées. Et, on a un peu le sentiment, vous savez, il y a 2 ans, lorsque le précédent gouvernement de Benyamin Netanyahou était tombé, on se souvient qu'il était aussi, qu'il avait aussi chuté autour d'un manque de discipline parlementaire. Chaque parti à l'époque, la coalition était particulièrement hétérogène. Il y avait Yesh Atid aux côtés du foyer juif, il y avait Lieberman aux côtés de Hatnoua. C'était une coalition plutôt hétérogène et elle avait chacun en faisait comme il l'entendait et c'est un peu ce qui avait provoqué la chute du précédent gouvernement. Vous avez le sentiment qu'on est dans le même cas de figure? Non, c'est très différent. Toutes ces propositions de loi, même si elles ne sont pas réussies, elles sont orchestrées par le Premier ministre lui-même parce qu'il tient son gouvernement et quoi qu'on dise, tous les membres de la coalition actuelle veulent maintenir ce gouvernement parce qu'il correspond et qu'ils peuvent faire, chacun de son côté, peuvent faire et réaliser leurs vœux les plus secrets, je dirais. Donc, oui, mais par exemple, pas la même situation. Je vous donne un cas de figure. Par exemple, Lieberman, dans le cas précis de la loi des supérettes, a obtenu une sorte de dispense qui pourrait... Oui, parce que c'était dans ses accords de coalition. Il avait dans les accords de coalition, dès le départ, il avait annoncé qu'il ne faudrait pas toucher le Shabbat, il faudrait garder le statu quo, quoique moi, personnellement, je reconnais la même chose. Nous, alors justement, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi sur l'ouverture des supérettes le Shabbat? Est-ce que, parce qu'elle a un double aspect, elle est présentée par les partis orthodoxes comme une loi sur le respect du Shabbat, la sainteté du Shabbat, mais lorsque l'on se rappelle du cas de Tel Aviv, eh bien, on se souvient qu'il y avait des petits commerçants qui s'étaient dressés contre la décision de la Cour suprême à l'époque de laisser ouvert les supérettes, les supermarchés, parce que cela portait atteinte à leur parnassa, à leur rentrée financière. Non, mais là, c'est le même sujet, mais c'est des approches tout à fait différentes. Le grand problème aujourd'hui, est-ce que les municipalités à qui on impose des tas de responsabilités, le jour du Shabbat, elles n'ont plus le droit de s'exprimer et on leur impose par le ministère de l'Intérieur, qui en général, pour ces municipalités où il y a des supérettes ouvertes le Shabbat, l'aide du ministère de l'Intérieur n'est pratiquement pas existante. Donc revenons au fait, c'est tout simplement, il y en a qui présentent ça comme on bloque les gens de vivre normalement, c'est vrai, parce que en fait ces supérettes, elles sont ni ouvertes à Mea Shearim, ni dans aucun quartier religieux des différentes villes. Ils sont là où ils sont. Ça aussi, c'est de la parnassa. Ça aussi, c'est de la facilité de vie pour certaines catégories de la population. Et il n'y a aucune raison. Maintenant, ceux qui vont gagner de tout ça, en partie, ça va être les grandes villes, Tel Aviv qui a déjà ses lois et qui ne peuvent pas être touchées, ou les villages arabes qui vont pouvoir être des supermarchés du Shabbat. Ok. Alors, voilà. Je voudrais vous poser également quelques questions concernant, puisque nous sommes sur Studio Kalita, concernant la LIA. Il y a certaines informations qui ont été publiées ces derniers jours concernant le SAL Klita et les modifications du SAL Klita. Une des propositions serait que tout Olé Hadash qui arrive en Israël avec un patrimoine de plus de 500 000 shekels n'aurait plus le droit au SAL Klita. C'est une décision que vous cautionnez vous-même en tant que président de... Moi, je suis en général pour des solutions différentielles pour les différents problèmes qu'il y a. Quelqu'un qui vient, et j'en ai dans ma famille, qui reçoivent au SAL Klita en arrivant à l'aéroport alors que leurs moyens sont de loin plus importants, je trouve que c'est du gaspillage. Donc il vaut mieux donner un SAL Klita en fonction des besoins réels des familles, et il y en a des familles qui viennent de France aujourd'hui avec des moyens très financiers très faibles. Mais on est d'accord que, Élie, on est d'accord que 500 000 shekels, c'est pas une somme particulièrement énorme, ça fait à peine... J'ai pas pris le chiffre, moi je prends le principe. Le principe, c'est qu'il faut donner selon les besoins réels. Et si c'est 500 000 shekels, c'est beaucoup, moi je pense que pour certaines familles, il faut arrêter ça.
Aujourd'hui, l'ALIA n'est pas bloquée par ça. La majorité de l'ALIA qui ne se fait pas, c'est celle des familles qui vivent dans des HLM en France et qui n'ont aucun moyen de trouver un appartement de la même sorte en Israël. Donc c'est ça le problème. Il faut s'arrêter d'avoir peur de décisions de ce genre et penser plutôt aux solutions différentielles. Le fait qu'on laisse des milliers de juifs éthiopiens en Éthiopie parce qu'on n'a pas de budget, ça c'est plus grave que ça, la Kita qui touche difficilement 1000 familles françaises. Alors, il faut voir les proportions. Je connais très bien le dossier éthiopien. On l'arrête parce que on n'a pas de budget pour les faire intégrer en Israël. Honte à nous d'être dans des situations. Ça, c'est le vrai problème. Le Salakita, c'est une bavure, c'est stupide. Vous ne pensez pas que finalement, aujourd'hui, les données de la Vous connaissez-vous un immigrant qui est arrivé parce qu'il a le Salakita? Non, mais non, merci. Voilà. Mais bien entendu. Il faut s'occuper des vrais problèmes. Il ne faut pas s'occuper des bavures. On va parler peut-être des vrais problèmes. C'est une question que j'avais posée à votre leader il y a quelques mois à propos de l'ALIA de France, justement. Et peut-être que c'est aussi aujourd'hui une des causes de la baisse de cette ALIA constatée en 2017. C'est que finalement, des gens qui viennent de couches sociales particulièrement défavorisées en France, et il y en a beaucoup. Et j'avais été moi-même étonné que j'avais moi-même été... C'est sur ça qu'il faut travailler. Voilà, c'est ça, que Moshe Carlon lui-même soit surpris de découvrir que l'ALIA de France n'était pas qu'une ALIA de gens particulièrement aisés. C'était de dire comment peut-on compenser, on va dire, les aides économiques, les subventions, les allocations que les Juifs de France reçoivent lorsqu'ils sont en France, parce qu'ils vivent dans des conditions, ils sont issus de couches sociales défavorisées. Comment peut-on les compenser ici lorsqu'ils arrivent en Israël? Est-ce qu'il y a un moyen de leur venir en aide pour faciliter, encourager leur alia? Il faut faire la chose. Il faut la construire. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que il ne faut pas oublier que les allocations familiales en Israël, en général, pour les anciens comme pour les nouveaux, sont relativement très, très, très faibles. Très faibles. On ne peut pas comparer les allocations pour enfants en France et en Israël. On sait qu'une famille de 3 gosses en France peut permettre à la mère de rester à la maison et de s'en occuper, alors qu'en Israël, une allocation de 3 enfants, c'est moins de 100 €. Donc, à la fois. Donc, il y a des problèmes basiques en Israël qui touchent aussi l'ALIA de France. Mais pour eux, il faut créer un système différent. Mais je dois dire que le ministère de la Kita qui est chargé de ça, c'est pas son dada, c'est pas son obsession. Et c'est pour ça que le rôle de Kalita ici est fondamental et il faut continuer cette bataille terrible. Il y a un manque général de logements publics en Israël à la HLM française. Il en manque seulement 30 000. Alors vous imaginez aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire une loi spéciale ou une dérogation spéciale pour les 500 ou 1000 familles françaises qui arrivent et même pas qui arrivent de France. Il faut le faire, mais c'est un travail de titan. Et vous pouvez, à Kalita, ne pas nous laisser dormir et qu'on fasse ce qu'il faut dans ce domaine-là. D'accord, eh bien on a compris le message. Merci beaucoup Elie Elalouf d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée, au revoir. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.